sur le chemin de la spiritualité, mais plus naturellement sur le chemin de la vie, s'il existe une clé essentielle, c'est bien celle de la résilience. On va pouvoir découvrir et entendre le point de vue, les regards, les conseils d'une femme rayonnante et inspirante, j'ai nommé Charlotte Hoffman. Bienvenue sur Calcédoine. Bonjour Charlotte. Bonjour Karine. Mais qu'est-ce que je te dis, un très 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 grand merci d'avoir dit oui à mon invitation. Merci à toi. Je suis trop contente d'être là. Merci pour tout ce que tu nous livres très très largement, tout ce que tu permets de compréhension pour nous, d'apaisement, parce que tu es une spiritualité vivante, les pieds bien dans la terre, et ça nous permet de pouvoir comprendre, d'intégrer, d'incarner ensuite grâce à tout ce que tu nous livres. Et Dieu sait qu'il y a de quoi se mettre sous la dent quand on écoute, qu'on va découvrir ta chaîne, ton site. Voilà, c'est pas rien ce que tu nous livres, c'est un vrai cadeau. Et en plus, à l'instant où on enregistre, on est en fin d'année. Donc pour moi, c'est un vrai cadeau. Et voilà, pour tout ce que tu offres, c'est déjà un cadeau en soi. Merci Charlotte. Merci à toi. Joyeux Noël, c'est vrai, oui, c'est vrai. Alors effectivement, donc on est voilà en période de fin d'année et il me semble voilà qu'on est plutôt dans l'énergie de regarder ce qu'on a fait de soi en cette fin d'année, de ce qu'on a réussi à traverser entre guillemets, de ce qu'on a réussi à transformer, de là où on veut aller. Et du coup, il me semblait que la thématique de la résilience était assez adaptée et j'avais très envie vraiment de t'entendre à ce sujet et que tu acceptes d'y répondre. Ça m'a profondément touchée parce que justement, en termes d'incarner la vie, eh ben, je pense que sans cette clé essentielle, c'est drôlement plus chaotique, quoi. Oui. Donc, allons-y, de... sans plus attendre. Est-ce que tu peux me donner, Charlotte, ta définition de la résilience, mais au sens large? Voilà, qu'est-ce qui te vient Oui. dans l'instant? Alors, ce qui me viendrait dans l'instant, c'est rigolo parce qu'à l'instant où j'y pense, je pense à une amie qui, justement, a une maladie chronique et qui a été la première à me donner la définition de la résilience parce qu'il y a quelques années de ça, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. C'est vrai, hein, authentique, hein, je vous assure. Je t'assure, Karine. Et en fait, et cette personne, voilà, elle est malade chroniquement et elle a énormément de douleurs et tous les matins quand elle se réveille, elle a ses douleurs et c'est quelque chose qu'elle a depuis toujours, en fait. Et elle m'a dit ce truc de il faut énormément de résilience et de force pour traverser ce que je suis en train de traverser. Et moi, à l'époque, je ne voyais pas ce que ça voulait dire, mais juste le fait qu'elle incarne en fait ce qu'elle était en train de dire, ça m'a directement fait sens. Et je me suis dit, mais c'est ça en fait la résilience. C'est finalement vivre quelque chose de très inconfortable, qui n'est pas forcément qu'au niveau physique d'ailleurs, qui peut être à tous les autres niveaux, et savoir finalement continuer à le vivre, réussir dans cet espace d'inconfort, à quand même réussir à voir la lumière au bout du tunnel. J'ai trouvé que c'était une marque de courage, de bravoure, de force intérieure qui était assez incroyable à observer. Voilà comment je le définirais. Et ben justement, soit c'est marrant parce que je voulais te demander, tu réponds à la continuité, je voulais justement te demander quelque chose de significatif, de concret. Bon, ben voilà, hein, ça c'est fait. J'adore. Et alors, donc, dans la continuité, je me suis demandé, moi, si traverser une nuit noire de l'âme ou un burn-out, c'était pas justement le chemin de la résilience, de la conscience. Qu'est-ce que tu Bah, penses de ça? En fait, je dirais aujourd'hui, parce qu'il y a un peu plus de recul, on va dire, mais c'est vrai que bon, moi, j'ai connu des épisodes dans ma vie, tout sauf sympathiques. Aujourd'hui, j'arrive à en rire, mais sincèrement, dans l'instant, c'était pas rigolo du tout. Notamment cette grande dépression suite au décès de mon père, où je suis restée 6 mois comme un légume dans mon lit, notamment tous les multiples événements chaotiques qui me sont arrivés, comme les accidents de la route, les accidents de la vie, où je suis passée à 2 doigts de la mort, je sais pas combien de fois. Et en fait, il y a eu tout le temps ce truc de me dire,
ok, c'est ce qui m'a permis d'avancer. Donc, il y a eu un moment dans ma vie où je me suis dit, mais en fait, toutes ces expériences ont été le moteur, finalement, le carburant qui m'ont permis de m'ouvrir à une nouvelle réalité. Et donc, rapidement, je me suis mis à croire que c'était le cas pour tout le monde. Mais en fait, avec le recul aujourd'hui, j'observe qu'il y a des êtres qui n'ont pas forcément besoin de vivre ces expériences comme j'ai pu les vivre pour pouvoir réaliser certaines choses au niveau de leur conscience. En fait, j'ai vraiment capté ça, mais alors ça a été difficile parce qu'on a tendance aussi, à travers nos expériences personnelles, à vouloir à projeter inconsciemment ce qu'on a vécu sur les autres et à se dire finalement toi si tu souffres pas comme j'ai souffert tu vas pas y arriver, tu vois. Alors qu'en fait aujourd'hui avec le recul et aujourd'hui comme je le vis moi la résilience je la vis au quotidien mais je la vis avec beaucoup de douceur. Et c'est plus du tout des événements, tu vois, forts comme ça qui me permettent d'avoir ces prises de conscience. C'est des événements très doux, qui pourtant sont inconfortables, mais ne sont pas de la grande souffrance, tu sais, ne sont pas de l'ordre d'un cancer ou de l'ordre d'une maladie grave ou quelque chose de vraiment difficile à surmonter. C'est très doux. Et donc, je me suis mise à observer qu'on pouvait aussi cheminer intérieurement avec douceur. Mais que parfois, sur le chemin, c'est des événements qui sont dans la force, parce que celui qui n'apprendra pas dans la douceur l'apprendra dans la force. Et donc, c'est tout un chemin d'école comme ça. Aujourd'hui, je le vois comme un chemin d'école. Et ce que j'observe aussi, c'est que on fait pas, en fait, par exemple, quand on a un enfant au CP, c'est pas la même chose que quand on a un enfant au CM2. On va pas avoir les mêmes exigences si on prend l'école, hein, mais on peut bien sûr élargir la vision à autre chose que l'école, mais c'est un exemple qui, j'espère, parlera à tout le monde. On va pas demander à un enfant dans le CP de savoir lire un roman super compliqué, alors que l'enfant du CM2, on va lui demander. Et donc, on n'a pas les mêmes exigences en fonction des enfants, en fonction de là où ils en sont, de leur développement intérieur. Eh ben, il faut imaginer que nous, en tant qu'âme et en tant qu'être incarné, on n'a pas tous le même, entre guillemets, le même âge. Mais ce n'est pas une sorte de supérieur ou d'inférieur. Celui qui est au CP n'est pas inférieur à celui qui est au CM2. Ils sont tous les deux dans leur évolution, finalement. Donc, eh ben, on ne demande pas les mêmes choses selon les enfants. Un enfant du CM2 qui sait lire, écrire, quand il va faire semblant ou quand il ne va pas vouloir le faire, etc., eh ben, on va intensifier beaucoup plus rapidement. Alors qu'un enfant au CP, on va lui représenter une autre fois, avec douceur, avec gentillesse, avec bienveillance. Donc en fait, j'ai remarqué comme ça que ça dépendait vraiment, non pas des individus en eux-mêmes, non pas de leur parcours, mais ça dépend plus de leur incarnation en fait, et des phases de leur incarnation. Ouais. Voilà. C'est toujours un bonheur d'entendre la manière dont tu exprimes les choses parce qu'en fait, tu rends une égalité, Ben une égalité d'être, alors qui n'est pas une égalité de recevoir, enfin, oui. Je d'aborder vois ce la que tu veux vie. dire. Tu vois, tu te sens Je pas vois. facile à formuler. Hein. Non, c'est très difficile à expliquer. Ce que tu essaies d'expliquer, c'est la neutralité. C'est super dur à expliquer. C'est vraiment très, très dur. Et moi-même, j'ai mis du temps avant de comprendre quand j'avais des personnes en stage comme ça qui me disaient « Mais tu manques de neutralité ?» Je disais « Mais ça veut dire quoi la neutralité? Je ne sais même pas ce que ça veut dire. » Puis mon conjoint m'a dit « Mais tu exprimes un point de vue, tu exprimes l'autre, les deux sont OK. On ramène dans la neutralité. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. Ça dépend de l'espace intérieur qui l'expérimente. » Je me suis dit « D'accord, OK, je vois le concept. » Et effectivement, ça me parle Oui. aujourd'hui. Mais pas évident. Oui. Ouais, mais de l'entendre du coup formuler là, c'est vrai que ça apaise les cœurs, quoi. Bah oui. Mm, mm. Alors, Charlotte, j'avais eu, voilà, dans la préparation de notre temps de rencontre là aujourd'hui, j'avais eu l'inspiration d'associer le mot de la résilience avec d'autres mots et que tu puisses, voilà, nous dire ce que ça t'inspire et voir comment ça fait écho et ce que tu as envie de nous transmettre avec ça. Euh, et donc, la première association, ce serait la résilience et l'ego spirituel. Mmh. Vaste, hein, vaste, je sais, mais Vaste sujet. Vaste sujet. Très, très grand sujet. Sujet avec lequel on marche comme sur des œufs. On fait très attention à ce sujet, justement. Et oui, résilience et ego spirituel. Et oui, c'est hyper. Elle est chouette ton association, dis donc. J'adore. Et oui, je l'avais jamais vu sous cet angle. Moi, j'étais là, résilience et lâcher prise, résilience et courage. Non, non, résilience et ego spirituel. Je l'avais pas mis comme ça, mais effectivement, ça mérite d'être mis en lumière. Résilience et ego spirituel, et oui, bah oui. C'est tout ce truc, je pense que c'est ça que toi, tu avais en tête, c'est tout ce truc de on se rassure finalement, enfin, la spiritualité peut devenir un doudou. Et c'est ok à nouveau, enfin, c'est pas que c'est ok, parce que c'est très new age de dire c'est ok à tout, c'est pas ça l'idée non plus, mais
en fait, forcément, on arrive sur Terre, on est un petit peu mal foutu ici. Enfin, je veux dire, on ne sait plus très bien ce qu'on fout là, on ne sait plus d'où on vient. Tu arrives ici, tu es dans un jeu, mais tu n'as pas les règles. Tu vois, c'est quand même le bordel là-dedans. Donc, tu débarques ici dans un truc et on ne t'explique même pas les règles. Donc, tu es là, tu es piégé dans un truc, tu ne sais même pas comment on en sort. Tu ne sais même pas que tu es dans un jeu. Enfin, bon, voilà. Donc, ensuite, tu te réveilles dans le jeu. Et puis, bah, tu te dis, mais merde, c'est quoi ce merdier? Comment je fais pour en sortir? Et souvent, ce réveil dans le jeu s'accompagne du réveil spirituel. Donc la spiritualité arrive à ce moment-là et tu le vois comme la nouvelle libération possible en fait. Tu mets toutes tes billes, comme un enfant qui jouait aux billes dans la cour de récré, tu mets toutes tes billes sur la spiritualité parce que tu te rends compte qu'il y a un champ immense, qu'il y a plein de pratiques, il y a plein de choses. Mais c'est fascinant, mais c'est génial. Moi j'ai adoré vivre ça à 20 ans. En plus j'ai vécu ça adulte. Donc, c'est pas la même chose que quand tu vis enfant. Et donc, j'ai plein de souvenirs. Et c'était fabuleux, c'était fascinant. Enfin, j'étais émerveillée de voir qu'il y avait autre chose que boire, manger, dormir et travailler dans la vie. Donc, c'est un espèce d'ouverture comme ça, c'est splendide. Et donc, forcément, il y a un petit piège derrière. Et oui, bah oui, parce que la vie va continuer à faire l'expérience, on va continuer à faire l'expérience de la vie. Et puis, bah, la vie, dans son ingéniosité, dans sa fabuleuse, dans son grand amour, hein, parce qu'il faut beaucoup d'amour, je pense, pour nous faire vivre cela, et ben, va nous mettre des espèces de pavés dans la mare comme ça, et on va se réfugier dans la spiritualité comme pour venir trouver un subterfuge à notre souffrance. Un petit peu comme si à terme la spiritualité devenait le couvercle qu'on venait déposer sur la marmite qui est en train de bouillir. Et ça devient finalement non plus le fervent défenseur et fervent acteur de notre évolution, mais au contraire, ça devient comme un petit doudou, comme un petit enfant qui commence à pleurer et à avoir peur, il prend son doudou, il s'arrête. Et bien, ça devient à peu près la même chose avec la spiritualité. On a remplacé, je dis souvent ça, bon, ça fait rire tout le monde, mais je dis souvent qu'on remplace finalement la vision matérialiste de la vie par la vision spirituelle de la vie. Mais les deux, il n'y a pas de souci. Hein. Mais le truc, c'est que ce dont on ne se rend pas toujours compte dans l'ego spirituel, c'est qu'on a juste remplacé une vision par une autre. Mais on est encore piégé dedans. Voilà, c'est juste ça. Donc, effectivement, on peut avoir l'impression d'être dans la résilience, d'accepter, d'accueillir, de lâcher prise, c'est quand même des concepts à la mode. Mais en vérité, ce que l'on n'aperçoit pas, c'est qu'on est en fait en train de résister et de contrôler notre expérience. Parce qu'à travers les outils spirituels, on peut facilement contrôler ce qui est en train de se passer. Genre, exemple, je me sens pas trop bien ce matin, je suis pas très à l'aise, j'ai une grosse réunion, machin chouette, tu vois, genre, plutôt que de faire face à ça, je vais vouloir tout de suite mettre en place un outil spirituel pour que ça s'arrête. Les outils spirituels sont magnifiques quand ils sont au service du lâcher-prise, donc au service de descendre à l'intérieur de soi, d'observer cet espace qui a peur. Pas de fuir cet espace et de ne pas le regarder et de dire « arrête-toi » parce que si tu fais trop de bruit à l'intérieur de moi, tu vas m'empêcher d'être bien à mon truc. Ça s'appelle du contrôle. Et donc voilà comment on inverse finalement la vapeur assez facilement à l'intérieur de soi. Et comment la résilience devient finalement quelque chose, une idée, un concept, et que dans l'action, bah, c'est en fait une résistance ou un contrôle. C'est pas facile. C'est pas facile. Je suis d'accord. C'est pas C'est facile. l'horreur. Ouais, merci de l'avoir éclairé de cette manière-là. Waouh. Alors, dans la continuité, la résilience et l'abondance. Ah, et oui, ah oui, complètement. Et oui, oui, ça m'inspire bien aussi, ça. Et oui, la résilience et l'abondance, mais ça va tellement bien ensemble. Et oui. Bah oui, parce qu'en fait, le truc avec cette résilience, moi aujourd'hui, si je pouvais mettre un autre mot qui peut-être parlera aussi, c'est un lâcher-prise en fait. C'est une détente. Parce que comment tu fais quand tu es dans la merde, tu vois, quand tu es dans une situation difficile, etc., que ce soit au niveau psychique, au niveau émotionnel, au niveau de ta vie, au niveau physique, bref, tu as une situation compliquée. Les gens me disent, mais comment tu fais pour aller mieux? Bah déjà, je ne cherche pas à aller mieux. Parce que si je cherche à aller mieux alors que je ne suis pas bien, bah je résiste et je ne suis pas en train de lâcher prise. Je ne suis pas résilient. Oui, mais alors du coup, si tu lâches prise, tu dis oui à tout et tu supportes tout. Non, c'est pas ça non plus. C'est je me détends intérieurement. Et depuis cet espace de détente intérieure qui passe par le corps, hein, ça peut passer par une détente corporelle, donc c'est assez facile. Tout le monde est capable de se détendre, il suffit juste de mettre un petit audio, un petit truc, voilà, on respire, on connaît mille et un outils, donc c'est assez facile de les mettre en pratique. On se détend, et à l'instant où on se détend intérieurement, la manière avec laquelle on va appréhender la situation extérieure va être différente. Pourtant, la situation en elle-même n'aura pas changé. Et donc, qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est depuis cet espace de détente et de résilience en soi, bah c'est comme si, puisque cet espace se détend en soi, c'est comme si la vie allait magnétiser à nous la résultante de ce que l'on vibre en soi. Pourtant, on peut être malade,
Pourtant, on peut être dans des situations précaires. Pourtant, on peut être dans des vies quand même qui sont pas faciles, voire chaotiques. Et en même temps, attirer quelque chose du type abondance. Et l'abondance de la vie, c'est pas que financier. C'est l'abondance de synchronicité, l'abondance de magie, mais pas la magie au sens ah non non, la magie c'est tu sais c'est ce truc de tu vois tout c'est déjà vu par exemple, tu es dans une situation pouf tu l'avais déjà vu ou t'es dans un métro, tu vois une affiche et ça te fait gling, toutes ces synchronicités qui te font quand même qui te laissent quand même à penser ou à croire que on est quand même guidé sur un chemin, une abondance de rencontres, une abondance de tout en fait. Bah oui parce qu'à l'intérieur de toi c'est détendu. La vie ne peut pas communiquer avec un être crispé, la communication ne passe pas. C'est comme quand tu essayes de faire descendre de l'eau à travers un pont qui est fermé. Bah, l'eau coule pas, l'eau elle va passer autour. Bah, c'est la même idée, quand tu te détends et que tu crées de l'espace en toi, bah, l'eau peut couler à l'intérieur. Et bah, c'est la même chose ici. Donc, ça amène l'abondance. Voilà. Extra, mais j'adore les images, mais du coup c'est hyper parlant, tu vois, on peut le Ouais. voir et le recevoir direct. Merci de nous faire ces images-là Mm. qui nous éclairent, qui nous éclairent. Merci. Euh, la résilience et la dualité. Ah. La résilience et la dualité. Alors là, je le vois moins. La résilience et la dualité. Qu'entends-tu par là, Karine? La dualité, donc les choses séparées, Ouais. euh, Oui. existent. Ah, oui, d'accord. Donc, par exemple, celui qui a du mal justement à être résilient parce qu'il est sans cesse en train de se comparer ou parce qu'il va sans cesse dire ah oui, mais moi, ma vie, c'est pire que toi, ou ceci, ou cela. Oui, d'accord, je vois l'idée. Et ouais, ça c'est difficile. Hein. Et bah, justement, on en parlait juste avant de cette neutralité. Et bah oui, avant d'être dans la neutralité, il faut avoir vraiment expérimenté la dualité et s'être pris des panneaux. Parce qu'en fait, quand on est dans la dualité, on se prend des panneaux. Parce que quand on tient un discours ou quand on est dans notre tête aussi, parce que le discours il est intérieur aussi souvent, donc les jugements, voilà, les comparaisons, les ceci, les cela, tout ça, c'est pas un souci en soi en fait. Comme je dis souvent, on peut pas arrêter la tête, on peut pas arrêter le mental. Le mental, c'est un processeur, mais au-delà de ça, c'est même un no corps. T'imagines, c'est un no corps. Donc on peut pas dire je veux plus de mon mental. Le mental, c'est pas le problème parce que c'est le processeur qui nous permet de penser, d'avoir des idées, de recevoir des intuitions, des guidances. Ça passe à travers le corps mental quand même. Donc c'est pas lui qui est le problème dans cette histoire. Le problème vraiment de ça, c'est celui qui se sert du corps mental à mauvais escient. Est-ce que c'est mon âme qui est en train de se servir du corps mental, auquel cas elle me fait passer des intuitions, des messages, tiens, là, il faut que j'aille dans telle direction, je le ressens pleinement que c'est le bon choix pour moi. Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui pilote à la place de l'âme? Et ce quelqu'un d'autre, je l'appelle l'ego. Bien sûr, c'est celui qui nous fait croire qu'on est ça, qu'on est notre personnalité, qu'on est ce petit moi qui se définit à travers des étiquettes, étiquettes de machin, étiquettes de trucs, étiquettes de bidule. Et dans tout ce champ de petites étiquettes, bah, il faut s'imaginer, j'arrive à la dualité, hein, que si on est perdu dans toutes ces petites étiquettes, et ben en fait, c'est plus fort que nous, ça va être un automatisme, et c'est pour ça que c'est difficile au début, c'est que c'est devenu un automatisme, parce que toutes ces petites étiquettes, c'est comme si à chaque fois qu'on allait rencontrer quelqu'un d'autre, on allait voir toutes ces petites étiquettes à lui. Et alors, pour le peu qu'il ait la même étiquette que moi, mais en mieux, tu vois, ou pour le peu qu'il ait une étiquette qui me manque, et moi j'ai toujours voulu être comme ça et j'y arrive pas. De là jaillit une forme de dualité, parce qu'en fait, de séparation, parce qu'on a l'impression que l'autre, il n'est pas comme nous, qu'il est mieux que nous, qu'il est moins bien, hein, et puis on l'écrase aussi au passage, et puis on le juge, parce que quand même, c'est... Voilà. Mais qui est-ce qui fait ça? Bah, celui qui fait ça, c'est celui qui a pris les commandes de notre être. Donc, c'est pas l'âme qui fait ça. Donc, on a deux choix dans cette vie. C'est soit on continue à se perdre dans ce personnage, ce petit tyran intérieur qui nous tyrannise à chaque instant, soit on se réveille là-dedans. Et c'est juste, c'est simple, c'est je ne peux pas arrêter mes pensées, mais je peux arrêter d'y croire. Donc, à l'instant où je n'y crois plus, où je suis désidentifiée de cela, ça n'empêche pas le vélo de continuer à tourner. C'est pas parce que j'arrête de pédaler que les roues continuent à tourner. C'est la même idée. C'est pas parce que j'alimente plus mon ego que le processeur qui a été quand même créé comme une autoroute neuronale, il va continuer de s'alimenter tout seul. Donc, les pensées de séparation, de jugement, de dualité vont continuer à émerger. Mais j'ai le choix d'arrêter d'y croire. Et là, il y a un renversement. Et là, il y a une bascule. Et ça, c'est la véritable résilience. À nouveau. Voilà. Et alors, du coup, quelqu'un qui aurait réussi à ne plus croire, Oui. donc ça se transforme comment, selon toi? Bah, en fait, à l'instant où on arrête de croire à quelque chose, alors attention, il y a aussi arrêter de lutter contre la chose. Parce que souvent, dans le milieu spirituel, on va nous dire, oui, mais alors toutes ces pensées, déjà arrête d'y croire. Bon, très bien. Mais souvent, dans la tête des gens, ça va se transformer en, bah oui, mais du coup, il faut que je les arrête.
Et c'est très courant d'entendre ça dans le milieu spirituel. Je vais méditer pour calmer mes pensées. Alors que non, c'est très utile les pensées, parce que c'est grâce à ces pensées qu'on remonte le fil de l'erreur qu'il y a derrière. Mais sans la pensée, c'est comme un feu qui émet de la fumée. Bah, la pensée, c'est comme la fumée qui va mener au feu. Et ce feu, c'est justement cette substance qui s'est créée à l'intérieur de nous. Je dis souvent qu'à chaque fois qu'il y a eu un traumatisme ou une expérience douloureuse dans la vie, il y a comme un petit bouclier qui s'est créé. Une petite étiquette jaillit depuis l'espace de ce traumatisme. Donc c'est magnifique, on est rempli d'étiquettes. Mais c'est pas grave en soi. Et l'idée, c'est comment je vais aller percevoir cette étiquette et progressivement prendre conscience qu'elle est là et apprendre à m'en désidentifier. C'est-à-dire, je ne cherche pas à la dissoudre. L'idée, c'est pas de dire ouais, mais moi, j'aime pas cette part de ma personnalité. Bah non, parce que si tu n'aimes pas, tu renforces. Donc l'idée ici, c'est au contraire de faire preuve d'amour à nouveau. Donc, c'est un vrai, véritable lâcher prise. C'est une vraie, vraie résilience parce que comment aimer les parts les plus obscures et les plus nauséeuses de notre être. Comment apprendre cela? Bah, c'est justement l'apprentissage qui nous est proposé sur cette terre. Parce que tant qu'on n'arrive pas à aimer cela en soi, comment veux-tu qu'on aime ça chez l'autre? Et c'est pour ça qu'il y a encore de la division. Et c'est pour ça que je dis souvent, l'éveil, c'est la somme de toutes les consciences. C'est-à-dire, c'est la somme de tous les personnages transcendés. C'est comme si toutes les petites étiquettes avaient été transcendées. Il n'y a plus rien qui me fait chier chez l'autre. Parce que l'autre, finalement, c'est que le miroir de ce que j'ai chez moi. Donc, pourquoi est-ce que les gens jaloux me dérangent, par exemple? Bah parce qu'à l'intérieur de moi, j'en ai un qui n'est pas content et qui n'a pas accepté ça avec lui-même, donc qui n'arrive pas à l'accepter chez autrui. Et souvent, d'ailleurs, quand on voit des comportements de gens, sous couvert de spiritualité, on va dire « oui, mais ceux-là, c'est parce qu'ils ne sont pas conscients ». Mais à nouveau, c'est à nouveau une séparation, parce qu'on va séparer les conscients des inconscients. Donc finalement, on n'est pas dans la résilience non plus. On n'est pas dans cette équanimité ou dans cette neutralité, parce que finalement, on a à nouveau compartimenté pour se rassurer. Bah oui, parce que l'ego spirituel dont on parlait juste avant, il est difficile à percer. Et on va sans cesse ériger des stratégies pour ne pas le voir. C'est lui qui va les diriger à travers nous, en l'occurrence, pour ne pas se faire voir. Parce que lui, il est bien content de pouvoir continuer à vivre à travers nous. Quoi? Elle veut arrêter ses pensées? Eh bien, très bien. Moi, j'ai passé 3 ans de ma vie sans penser, en me disant que j'étais éveillée, hein, ça j'étais sûre. Mais j'avais plus de pensée, j'avais plus d'émotions, ma vie était calme, lisse, comme une mer, lisse, là, tu sais, comme la Méditerranée quand il fait beau, là. Ben, il n'y avait rien, en fait, il n'y avait plus d'informations, il n'y avait plus d'événements. Mais au fond de moi, là, j'étais pas bien. Au fond, tu vois, mais il fallait vraiment aller voir au fond, hein, parce qu'en surface, c'était lisse. Mais dans les profondeurs, c'était puant. Mais non, enfin, non, quand même, il fallait tenir ce truc lisse, parce que ça faisait bien, tu comprends? Voilà, donc c'est tout un apprentissage à ce niveau-là. Mais souvent, les personnes, quand je raconte tout ça, ils me disent mais comment tu peux savoir? Comment tu peux savoir quand tu es dans l'ego, quand tu es en train de faire ta résilience, quand tu es dans la séparation, quand tu ne l'es pas? Comment tu peux discerner? Bah, je réponds souvent par l'expérience. Il n'y a que l'expérience qui permet de se rendre compte. Parce que quand un enfant il essaye d'apprendre à marcher, bah, il apprend comment? Bah, en tombant. Donc, si on n'apprend pas à tomber, bah, on ne peut pas apprendre de ses erreurs. Mais ce n'est pas des erreurs, c'est des expériences. Donc, c'est juste en faisant. Et le contrôleur qui est à l'intérieur de nous veut absolument tout contrôler toujours pour être sûr qu'on ne tombe pas. Mais si à l'intérieur de soi, on sent qu'il y a ce truc qui veut jamais qu'on tombe, qui font qu'on soit toujours dans la zone de confort, qu'il faut bien faire comme ci, comme ça, que tout est bien organisé, je dis souvent aux personnes, commencez dans votre quotidien par désorganiser le quotidien. Changez les horaires, changez la manière de faire, changez la composition du petit-déj, changez les assiettes, changez les couverts, changez la table d'endroit dans la pièce, change les choses, désordonne. Comme ça, lui, il pourra plus se fier à sa petite routine, parce que c'est depuis cet espace de la routine qu'il commence à s'implanter et à venir s'implanter en nous. Et ce contrôle arrive par la routine. Ah, Et c'est ensuite, c'est magnifique. temps. Ouais. Je le vois comme un truc tentaculaire, moi. Ça a des grandes... Hein. Et puis, ça vient toucher tous les êtres autour. Hein. Ah oui. Voilà. Magnifique. La résilience et le pardon. Ah, oui. Bah oui, parce que c'est vrai que c'est... Et oui, parfois, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, parce que j'ai surtout parlé des événements qui peuvent nous arriver à nous. Oui, on a un accident de la route, oui, on a une blessure, oui, on est dans la séparation, tout ça, tout ça, tout ça. J'ai pas trop parlé, effectivement, des cas où, oui, quelqu'un nous a fait du mal. Ça, c'est encore un autre chapitre qui va nécessiter, je dirais, un peu plus de recul encore. Donc, toute la notion du pardon, souvent on me demande, mais comment on fait pour pardonner?
Et je dis souvent que c'est comme quand on me pose la question de comment on fait pour devenir conscient. Pour moi, c'est la même question. Ou comment on fait pour être dans l'amour. C'est pas quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qu'on est. Et le pardon, c'est la même chose en fait. C'est sûr que dans les faits, et attends, vraiment, je fais attention à ce que je dis, parce que parfois, il y a des situations quand même vraiment affreuses. Dans les faits, c'est pas nier que, en apparence, quelqu'un nous a meurtri, ou quelqu'un nous a violé, ou quelqu'un nous a fait du mal. Ça, c'est pas nier. Ça, c'est dans les faits, dans ce qui a été ressenti comme réel. Sauf que dans cette chose qui a été vécue, ressentie comme réelle, parce que ça a été ressenti en soi, il va y avoir tout un processus à faire intérieurement de désidentification à nouveau. C'est un renversement de la vision. Plutôt que de se dire, c'est lui qui m'a fait ça et j'ai subi du coup les violences d'autrui. Et aujourd'hui, bah, pour être dans la résilience, il faut que je lui pardonne. Mais comment veux-tu pardonner l'impardonnable? Je dis souvent ça aux stagiaires quand j'ai des personnes face à moi et qui me disent, bah, tu vois, moi j'ai vécu ça, et tu sais qu'ils sont dans cet ego spirituel-là. Ils me disent, moi j'ai vécu ça, mais depuis j'ai pardonné. Et je les regarde, je fais, ah bon, t'as réussi à pardonner quelqu'un qui t'a violé, toi? T'as fait comment? T'as fait comment pour pardonner l'impardonnable? Ah non, mais j'ai réussi, hein, j'ai fait mes petites prières, mes bonhommes allumettes, j'ai médité dessus 50 milliards de fois, et je vais vraiment pardonner. J'ai dit, ah bon? Mais comment tu fais pour pardonner l'impardonnable? Moi, personnellement, je trouve ça très dur. Comment veux-tu pardonner l'impardonnable? Il y a des choses affreuses qui sont proposées dans cette expérience terrienne, quand même. Il ne faut pas le nier non plus. Il y a des trucs très nauséeux. Donc ici, je dis souvent aux stagiaires, parce que après, du coup, il y en a qui disent ça dans la pièce, et puis il y en a d'autres qui s'excitent et qui disent, attends, mais tu te prends pour qui de dire ça? Regarde-moi ce que j'ai vécu, mais je peux pas lui pardonner à lui, c'était un connard. Et puis là, ça part dans des disputes comme ça. Et c'est intéressant parce que ça montre à quel point l'occidental est programmé pour faire les choses mentalement. Donc mentalement, il va comprendre ce que ça veut dire de pardonner. Donc c'est génial parce que déjà on le comprend. Mais comprendre quelque chose, c'est pas l'intégrer. Et c'est pas la vivre. Donc comprendre, c'est mental. C'est oui, je comprends. Oui, je sais. Savoir, c'est ça se voit. Donc je vois que c'est possible. Aujourd'hui, au début, tu comprends. Donc ça ouvre une perspective de OK, je comprends l'idée. Pardonner, rendre la part à autrui. Je comprends l'idée. Mais ensuite, il va falloir que je le vois. Ça s'appelle savoir. Donc ensuite, il va falloir que progressivement, j'en fasse l'expérience. Hein, et que je me dise, ah bah oui, c'est vrai qu'à l'intérieur de moi, vu que je suis toujours en colère contre cette personne, ça me pèse lourd. Donc je commence à le savoir, à le ressentir, ça se voit. Mais ensuite, il y a une troisième étape, ça ne s'arrête pas là. Il y a une troisième étape d'intégration, de connaissance. Connaître, c'est naître avec. Et c'est pas quelque chose qu'on peut acquérir mentalement. C'est connaître. Donc c'est à la naissance. Quand tu es arrivé sur cette planète, tu es arrivé avec un bagage, tu es arrivé avec cette semence d'amour pur qui est encore à l'intérieur de toi. Eh bien, connaître, c'est savoir te rappeler de cela maintenant. Maintenant, quand quelqu'un te fait une crasse, là, tout de suite maintenant, connais. Et là, c'est différent. Donc, c'est remonter tout un fil. Pardonner mentalement, c'est facile. Ça va nous aider. Bien sûr, ça nous aide. Et heureusement qu'il y a des étapes intermédiaires comme ça qui nous permettent progressivement de descendre dans ces espaces. On ne peut pas du jour au lendemain faire fleurir une fleur. Je veux dire, une fleur, il faut le temps qu'elle pousse et qu'elle s'ouvre progressivement. Donc, c'est pas nier tout ça. Par contre, ici, ce qui est dit, c'est OK, en fait, c'est un chemin, le pardon, c'est un chemin de je sais que je ne sais pas. C'est pas j'ai pardonné, je suis sûre d'avoir réussi. Parce que quand on est sûr, quand on a des certitudes, on peut être sûr que la certitude cache derrière une peur. Parce que pourquoi tu as besoin d'ériger des certitudes si ce n'est que pour cacher ou pour mettre un éventail sur tes peurs? Bah oui, parce que sinon, on est sûr de rien en fait. Quand on sait qu'il n'y a rien de vrai ici, bah on est sûr de rien. Ben oui, puis on n'a pas peur de cet inconnu. Mais quand on a peur de cet inconnu, on érige des certitudes. Donc le pardon, c'est pas quelque chose où on sait qu'on a pardonné. C'est on le ressent. Et ça se ressent, ça se vibre. C'est pas théorique, c'est pas quelque chose que l'on fait, c'est quelque chose que l'on est. Et ça, je n'ai pas la recette magique. La résilience se vit plus qu'elle ne se pense, en fait. Bah oui, Mm. oui, c'est ça. Mm. Mais après, au plus tu vas dans des termes profonds, Ouais. au plus c'est difficile. Parce que c'est vrai que cette notion du pardon, enfin moi pour l'avoir vécu, cet instant où j'ai pardonné, j'en ai eu un fort comme ça dans ma vie. Où d'un seul coup, pourtant depuis toutes ces années, je cherchais, moi c'était avec mon père, je cherchais à lui pardonner, tu vois, parce qu'il n'avait pas été très correct dans l'enfance, parce que ceci, parce que cela. Et on a tous des contentieux
anxieux. Et lui, en l'occurrence, il était désincarné, donc c'était vraiment anxieux. Et le fait qu'il se désincarne, justement, m'a amené à vouloir régler mes contentieux, parce que je sentais bien qu'il y avait une lourdeur à l'intérieur de moi. Je sentais bien qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été réglées et que je ne pouvais pas vivre avec ce poids-là sur ma conscience. Donc, grâce à son départ, et j'ai pu ouvrir cette boîte de Pandore. Je ne veux pas garder ça, en fait. Je ne peux pas, c'est trop lourd à porter. Et donc, j'ai voulu pardonner, mais j'ai bien vu qu'on ne pouvait pas parce qu'on voulait. C'est pas quelque chose que l'on veut et qu'on l'obtient. C'est comme l'instant présent, c'est comme l'amour, c'est comme toutes ces notions-là. C'est pas quelque chose dont on peut se saisir. C'est pas le petit enfant qui dit moi je veux. Non, ça se dévoile. Ça se dévoile dans un espace effectivement résilient, dans un espace ouvert, dans un espace de lâcher prise par rapport à la vie. Il y a un jour, mais c'est fou parce que souvent c'est le jour où on ne veut plus. C'est souvent ça qui fait rire les gens quand je leur explique. Mais comment tu peux savoir quand est-ce que ça va arriver? Bah, commence par ne plus en avoir envie. Parce qu'en fait, tant que tu le veux, ton regard, il se réduit à ce que tu veux. Et donc, tu ne perçois plus tout ce qu'il y a autour et tout ce que la vie te montre. Parce que je dis souvent, ce que l'on veut, c'est ce qui est dans le château fort. Tu vois, c'est le mec qui est tout en haut du château fort dans le donjon, quoi, tu vois. Et toi, tu es à l'extérieur du château et tout ce que tu veux, c'est ça, quoi, tu vois. Mais tu as oublié que tant que tu ne serais pas face à la porte et que tu essaierais d'abord d'ouvrir la porte du château fort, tu ne pourrais pas aller chercher ce que tu veux véritablement. Donc parfois, il faut non pas oublier ce qu'on veut, mais juste, on sait que c'est ça notre intention. On a une ligne directrice, mais on ne s'enferme pas dans le résultat. On pose comme un archer, en fait, qui viendrait orienter son arc dans la bonne direction. On oriente l'arc dans la bonne direction, on sait que c'est la direction, mais ensuite, on se relâche. Et peut-être qu'il y aura un courant d'air au moment où on lâchera la flèche et que la flèche partira dans l'autre sens. On n'en sait rien, le souffle de la vie nous guide. Donc c'est ça aussi. Voilà. Énorme, énorme. J'en ai plein des trucs comme ça. Mais tu sais, quand je parle, ça vient tout seul. Moi, j'ai la vidéo en même temps. Mais je vois bien que ça vient tout seul. C'est énorme. C'est waouh. J'adore. Et merci de relever le défi, hein, parce que c'est waouh, c'est puissant. Hein. Allez, la dernière association, forcément, je ne pouvais pas y couper. La résiliation et l'amour. Ah, la résilience et l'amour. Oui, l'amour humain. Ah, l'amour humain, pas l'amour inconditionnel. Oui. L'amour au sens humain. L'amour au sens humain. Ah oui, l'amour au sens humain. Ça fait souffrir l'amour au sens humain. Ouais, il fait souffrir celui-là, hein, parce que c'est tout ce phénomène de possession, en fait. On possède quelque chose et en fait, quand on nous le retire, on souffre. Mais pourtant, quand on le possède, on est sûr de vraiment l'aimer. Mais on confond aimer et posséder. Et en fait, l'amour humain, c'est vraiment ça. C'est je t'aime parce que tu es comme ça, en fait. Donc, c'est pas que je t'aime au sens universel, c'est je t'aime parce que, en fait, tu viens combler le vide qui est en moi, ou tu viens appuyer sur certaines donnes qui sont positives pour moi, où on vient s'imbriquer les uns dans les autres comme des Legos, tu vois ce que je veux dire. Et donc, finalement, quand les deux Legos s'imbriquent, ils ne font plus qu'un. Et ce plus qu'un, eh ben, je pourrais pas après le lâcher, tu vois. Et je suis persuadée que je peux pas vivre sans ça. Donc ça, c'est l'amour au sens humain. Derrière, ça fait souffrir, parce qu'évidemment, la vie fait toujours en sorte qu'il y a un moment où l'amour s'étiole et où, bref, il y a des évolutions. Je dis souvent que l'amour humain, c'est un amour de personnage. Alors, ça fait rire tout le monde quand je dis ça, mais moi, je trouve ça très rigolo. Je dis souvent aux stagiaires comme ça aussi, réfléchissez, c'est toujours ces questions de l'amour, du conjoint, parce qu'en retraite, j'ai souvent un conjoint et j'ai pas le deuxième, tu vois. Et souvent, quand j'en ai un, mais pas l'autre, qui est resté à la maison, bon, souvent, c'est les hommes qui restent à la maison, mais ça s'inverse. Franchement, ça s'inverse. Honnêtement, il y a énormément d'hommes maintenant aussi. Ouais. Plus qu'il n'y a 3 ans en arrière, ça, c'est sûr. Mais toujours est-il, j'en ai toujours un sur les deux. Parfois, j'ai les deux, mais c'est plus rare. Donc, quand j'en ai un sur les deux, il y a des fois, je sais que c'est parce que l'autre, il en a rien à foutre. Et en fait, il veut juste ne plus en entendre parler. Donc, j'ai souvent les conjoints comme ça en retraite qui me disent, mais comment on fait? Tu vois, moi, quand je vais rentrer à la maison, il va encore faire ci, il va encore faire ça. Mais tu comprends? Et des fois, c'est juste des petits détails, tu vois. Et puis, je leur dis, mais est-ce que tu l'aimes vraiment? Comment s'est bâtie votre relation? Parce que le véritable amour, il aime l'autre tel qu'il est. Il n'a pas besoin que l'autre se comporte de cette manière, ou fasse comme ci, ou fasse comme ça, pour pouvoir l'aimer. Il l'aime tel qu'il est. Et c'est fou, notre propension naturelle à toujours projeter sur l'autre ce que l'on aimerait qu'il soit. À travers qui? À travers quoi? À travers notre prisme. C'est comme si on avait à l'intérieur de nous des petits costumes, des petites étiquettes, et on projette à travers toute cette série d'étiquettes, comme si on avait plusieurs petites lunettes, tu vois, on projette à travers ça sur l'autre. Et l'autre, on peut imaginer que c'est comme un kaléidoscope, tu vois.
tu vas aller projeter ce truc de kaléidoscope sur l'autre, et donc toi, dans ta psyché à toi, l'homme parfait ou la femme parfaite, c'est la nana ou le mec qui travaille super bien, qui a un super boulot, parce que tu as à l'intérieur de toi un petit enfant parfait, ou le petit, tu sais, le premier de la classe, c'est comme ça que je l'appelle, ça c'est la super petite étiquette, le premier de la classe, où tu sais, tu projettes aussi sur l'autre, tu sais, par exemple, un mec ou une nana hyper érudit. Parce qu'à l'intérieur de toi, tu as le bibliothécaire, tu vois. Et lui, il adore le bouquiner, il adore connaître toute la connaissance de l'univers, et jamais de la vie pourrait s'imaginer d'être en couple avec quelqu'un qui ne s'intéresse même pas à autre chose que ses doigts de pied, tu vois. Et du coup, c'est rigolo parce que en fait, on se rend pas compte, mais c'est inhérent, mais c'est fabuleux. Enfin, moi, je trouve ça rigolo maintenant, mais on se rend pas compte à quel point tous ces petits personnages, toutes ces petites étiquettes qu'il y a à l'intérieur de nous, bah en fait, vu qu'elles sont toujours à l'intérieur de nous et qu'on se balade avec, hein, quand tu pars en vacances, tu pars avec, hein, tu vois, et on se balade comme ça avec, et on se rend pas compte qu'à chaque instant, tant qu'on n'a pas vu ces étiquettes, tant qu'on n'a pas fait ce travail, comme je disais juste avant, de désidentification, prise de hauteur, etc., pas chercher à le retirer, hein, non, non, apprendre à vivre avec, apprendre à l'aimer, tant qu'on n'a pas fait ce travail d'amour inconditionnel envers soi, ben on n'arrive pas à le faire avec l'autre. Donc, en fait, on projette sur l'autre, effectivement, ce truc. Et donc, ça vient dans ce truc de résilience un peu New Age, hein, de « Ah oui, non, mais lui, il fait ça, mais c'est OK, je l'aime quand même. » Tu vois. Bon, comment te dire, j'ai pas dit que tous les gens qui disaient c'est OK, ils faisaient forcément ça. Hein, c'est pas non plus ce que j'ai dit. Hein. Mais ça se voit, en fait, parce que c'est dit, mais ça s'apprend. J'appelle ça de la claire connaissance, moi. C'est en fait, souvent on me dit, t'as quoi comme clair qui est ouvert? Est-ce que tu vois des trucs? Est-ce que tu ressens des trucs? Oui, ça c'était avant. Moi j'ai fermé tout ça, ça m'intéressait plus. Aujourd'hui, c'est la claire connaissance. C'est-à-dire, quand je vois quelqu'un, quand je vois la manière dont il parle, les actions qu'il fait avec ses mains, avec son corps, donc son corporel, ce qu'il dit et l'énergie qui s'en dégage, je vois tout de suite si c'est une substance égotique qui parle ou si c'est une substance type âme, ou type guide, ou type autre. Ça se ressent en fait. Donc c'est tout ce truc en fait, tout ce travail intérieur. Au plus on le fait avec soi, au plus on apprend à saisir les nuances en soi de qu'est-ce qui est en train de penser à travers moi et de faire cette action-là à travers moi, au plus on apprend à le faire avec soi-même, au plus on le perçoit chez l'autre. Et donc on peut progressivement sortir de cette fausse résilience type amour là, à l'humain, qui est de dire oui je l'aime, mais en fait finalement je l'aime parce que je suis en train de le sauver, ou je l'aime parce que je suis en train de ceci, ou je l'aime parce que je joue au petit maître avec lui. Il y a beaucoup de personnes dans le champ spirituel qui se retrouvent dans des relations déséquilibrées, et ça c'est le dernier point que je dirais parce que c'est assez visible, c'est ce truc de, par exemple, je m'ouvre au spirituel, je passe au CM2. Et en fait, au CM2, c'est pas parce que je suis au CM2 que je suis plus mieux que celui qui est au CP, à nouveau, mais depuis cet espace du CM2, je vais avoir envie d'aller aider ceux qui sont au CP. Tu vois, je vais avoir envie d'aller les aider parce que bah, ils ont du mal à apprendre à lire ou je sais pas quoi, donc j'ai envie d'aller les aider. Et plutôt que d'être dans la case CM2 et de pouvoir un petit peu jouir de cet espace et de regarder devant moi, je vais sans arrêt regarder en dessous, regarder derrière. Et je vais me tourner derrière et je vais me trouver quelqu'un à aider. Et cette personne à aider, elle t'a rien demandé. Et c'est ça aussi qui fait des relations déséquilibrées. Souvent, sous couvert d'amour ou sous couvert de spiritualité, on aide les autres, mais les autres ne nous ont rien demandé. À commencer par les conjoints, les amis et la famille. Surtout eux. Ils n'ont rien demandé. Excellent. Voilà. Merci de nous remettre les choses à leur juste place. Mm. Ouais. Là, je suis en train d'infuser moi aussi en même temps. C'est comme dans La Belle Verte, on va retrouver Karine sur la route, tu sais, quand elle vient de se prendre un shot. Non, mais sache que c'est. Après, c'est pas Charlotte, hein, ça je le dis quand même assez souvent. Hein. Tu sais, après, quand on a cet espace de détente en soi, ben, on dit souvent celui qui est fêlé, il laisse passer la lumière. Être fêlé, c'est tout simplement avoir une brèche. Hein. La brèche, elle apparaît quand je me détends. Donc, Ouais. en fait, au plus on se détend, au plus cette énergie, elle ne m'appartient pas, en fait. Hein. Elle appartient à personne, d'ailleurs, l'énergie. L'énergie, c'est universel. Soit ça passe, soit ça casse. Soit ça agit pour et ça passe, soit ça t'écrase. Ça, c'est autre chose encore. Ah ouais. Voilà. Bah, merci d'être la merveilleuse fêlée que tu es. Alors, Bon, écoute. non, mais c'est merveilleux. Merci d'avoir relevé le défi de cette manière-là. Aussi clair, aussi cash aussi, parce que tu vois, y a pas de fioriture, quoi. Ça vient nous. Voilà, c'est là. Et on prend. Et on prend. C'est ça.
Merci Charlotte d'avoir Oh, accepté merci à ce, toi. ce temps merveilleux d'échange pour moi. C'est un vrai cadeau, encore une fois, je le répète, parce que à travers ce que tu viens de livrer là, je peux contribuer, tu vois, dans un espace. Et pour moi, c'est vraiment très fort. Donc, Mm, voilà. mm. Merci Karine. Peut te retrouver donc sur ton site internet, sur ta chaîne Oui. YouTube où il y a une mine d'or voilà, vraiment, Amusez-vous bien. c'est clair. Vraiment, il y a vraiment de la richesse à se mettre sous la dent. J'ai pas d'autres mots. Voilà, parce qu'en fait, quand on est en quête, hein, tu vois, on a vraiment besoin d'aller Mm, trouver toutes ces compréhensions. Et donc, il y en a largement sur ton site. Je vais mettre tout ça autour de la vidéo. Et puis, il y a aussi un beau projet, il y a plein de projets hein, qui arrivent pour 2022. Voilà, des cercles en ligne, un projet de lieu. mm. Voilà, il y a tout plein de belles choses qui s'annoncent, plein de merveilleuses co-créations. Euh, Oui. voilà, un élan merveilleux. Et c'est aussi, merci de nous partager ça parce que ça nous invite, tu vois, aussi nous Mm, à lâcher et à voir que la vie accueillie, la vie ressentie mm. se joue autrement, quoi, Oui, que ce qu'on oui, nous a fait croire ou ce qu'on a cru spontanément. Voilà. oui. Donc, merci pour toutes ces merveilleuses invitations et je t'embrasse très, très fort. Moi aussi, Karine, je t'embrasse très très fort. Et à bientôt, Charlotte. Oui, à bientôt. Gros gros bisous. Des clés très utiles pour votre quotidien à partir de maintenant. Merci infini à Charlotte. Merci à vous pour vos regards, vos présences, vos partages. À bientôt.